Nous passons à la mission suivante et je donne tout de suite la parole à notre rapporteure pour avis, Céline Calvez. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre et mes chers collègues, je félicite tout d'abord Monsieur le Ministre pour sa récente nomination et je le remercie de sa présence aujourd'hui en commission. Depuis le début de cette audition, on l'a vu, c'est assurément très complet et j'espère que sur cette mission médias, livres, industrie culturelle et audiovisuelle, vous pourrez être en capacité de pouvoir répondre à l'ensemble de nos sollicitations. Alors, comme chaque année, l'avis comprend une partie thématique que j'ai choisi de faire porter sur le soutien public à la création et à l'exportation des séries de fiction. Mais pour l'heure, je souhaiterais vous livrer quelques analyses et questions sur les crédits qui nous occupent. Alors, sur l'audiovisuel public, tout d'abord, on a une baisse de 36 millions d'euros. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Ministre, c'est proportionnel aussi au poids de l'entreprise par rapport aux autres. Et puis, il faut rappeler que c'est de l'ordre d'un peu plus de 1%. Néanmoins, comme chaque année, se pose la question de savoir de façon concrète comment les économies vont être réalisées et surtout, parce que c'est notre ambition, comment ces économies peuvent être compatibles avec la nécessaire transformation de l'audiovisuel public. Alors, les sociétés d'audiovisuel public ont déjà fait d'importants efforts de gestion, notamment en préservant le soutien à la création, soulignons-le une nouvelle fois. Et pour autant, depuis juin, le gouvernement a apporté vraiment son appui sur la sanctuarisation des investissements dans la création. Moi, je me suis posé la question de la sanctuarisation juridique de ces investissements. Je tiens à proposer un abondement de crédit qui permettrait de flécher les investissements dans la création audiovisuelle et cinématographique de ces deux entreprises à hauteur de 560 millions d'euros par an, comme s'y a engagé le gouvernement dès le mois de juin. Certes, ces deux entités sont des entreprises, elles sont sous le contrôle de leur conseil d'administration, du Parlement, du CSA, mais en général, c'est assez ex post. Et du coup, je voulais soumettre cette idée de la création de cette affectation pour sanctuariser ces crédits et peut-être ouvrir la voie à ce que la création de cette nouvelle ligne puisse être aussi l'occasion de rééquilibrer les discussions entre diffuseurs et producteurs pour un meilleur partage de la valeur ajoutée et puis surtout en fait de pouvoir inviter les diffuseurs à prendre davantage de risques et d'assumer ce risque. Donc c'est une première question que je vous adresse sur cette sanctuarisation de la création. Une autre question qui touche à la création, c'est la rémunération en gestion collective des auteurs. Et vous le savez, elle est assise sur le chiffre d'affaires des diffuseurs. Donc, si le chiffre d'affaires des diffuseurs baisse, mécaniquement, la rémunération de ces auteurs baisse. Et j'aimerais dès lors savoir comment on peut avoir une attention particulière sur la rémunération des auteurs. Il serait dommageable que les auteurs subissent le poids des économies demandées aux diffuseurs. Et la question des rémunérations des auteurs et créateurs me paraît essentielle. J'y reviendrai un peu plus tard dans la partie thématique de mon propos. Pour arriver sur les missions médias, livres et industrie culturelle, je voudrais attirer l'attention sur la baisse de l'aide au portage, qui connaît une baisse de 5 millions d'euros, alors qu'elle avait déjà été amputée l'année dernière. Alors, certains pourraient me dire que cette baisse, elle est largement au-dessus de la chute effective du nombre de titres portés. J'aimerais avoir votre analyse sur ce point. Ne faudrait-il pas envisager de rétablir une certaine partie de ces crédits dédiés à l'aide au portage ? Mais pour alimenter votre réflexion, je préciserai que cette baisse s'ajoute à la non-compensation de la suppression du CICE pour les entreprises de portage. D'après elle subirait une perte de 3 à 4 millions d'euros. Alors, cela ne relève pas de cette partie de mission, ça le relève du PLFSS. Ça sera porté sans doute lors de l'article 8 qui est débattu ce soir même, mais je voudrais par là soulever la nécessaire prise en compte de tous les paramètres. Et tous les paramètres notamment, c'est on oppose souvent le portage avec le soutien via les frais postaux, et qui ne sont pas dans cette mission 180 et qui se trouvent dans une mission 134. Ça soulève la question de la cohérence. Pour bien apprécier la situation de la presse, je pense qu'il serait nécessaire que ce soutien via les vrais postaux soit rapatrié éventuellement dans notre programme 180.
Pour apprécier aussi les aides à la presse, il s'agit de regarder ce que le Fonds stratégique pour le développement de la presse contient actuellement. Vous l'avez rappelé lors de votre propos liminaire, nous avons 9 millions d'euros qui ont été pris pour financer le plan Prestalis, essentiel pour pouvoir garantir la distribution de la presse. Mais pour autant, j'ai cru comprendre, et je n'ai pas eu encore les résultats les plus complets, pour savoir apprécier quel est l'état du Fonds stratégique pour le développement de la presse. On me soutient que beaucoup de gels de ce programme sont portés sur cette ligne-là. C'est-à-dire que 3% est la moyenne du gel du crédit du programme, mais il serait porté quasiment pour intégralité sur ce champ-là. Ne faudrait-il pas, du coup, pouvoir revoir ce gel ? Se rattache aussi à ces programmes un certain nombre de dépenses fiscales qui sont d'une importance capitale, que ce soit pour la filière musicale, le cinéma, l'audiovisuel. Et je veux bien sûr parler des crédits d'impôt. On a parlé du crédit d'impôt phonographique. Il arrive à échéance fin 2019. Seriez-vous favorable à sa prolongation pour les 3 nouvelles années? Nous pourrions aussi parler du crédit d'impôt cinéma international, qui a fait les preuves de son efficacité, et il sera le temps nécessaire plus tard de pouvoir apprécier sa prolongation et peut-être aussi sur des efforts plus accentués sur la partie sur les effets visuels, à l'heure où on a une concurrence beaucoup plus acérée et où on a des opportunités de marché, aussi bien en termes de clients que de talents, à la perspective du Brexit. Enfin, interloqué par l'existence d'une ligne intitulée Compagnie internationale de radio et télévision dans le programme 180, il m'est apparu que les crédits qui soutiennent le soutien à l'exportation étaient de manière complètement fragmentée dans tout le budget, et qu'il serait intéressant d'avoir une réflexion sur la mise en cohérence pour assurer plus d'impact. Je vois que le compteur tourne, il me reste 3 minutes pour pouvoir aborder la seconde partie. Donc la seconde partie, j'ai décidé de prendre en lien les séries. Elles sont aujourd'hui les fers de lance de la création du visuel et de son exportation. A-t-on les dispositifs juridiques et financiers nécessaires pour en faire un instrument non seulement de croissance économique, mais aussi de rayonnement culturel? C'est la question à laquelle j'ai cherché à répondre. Plusieurs constats sont dressés de façon assez unanime. En premier lieu, en France, nous aurions un sous-investissement dans l'écriture, notamment dans l'écriture collective, de la part des producteurs comme des diffuseurs. Il s'agit d'investir très en amont dans ce processus d'écriture, parce que c'est ça qui va permettre de poser les bases à son succès, poser les bases à une industrialisation de cette série. Des mesures sont d'ores et déjà mises en œuvre par le CNC pour encourager les producteurs à investir dans l'écriture. Le CNC a annoncé un plan série qui sera détaillé au mois de novembre. Mais au-delà de ce plan, pour moi, il est apparu qu'il y avait trop peu de scénaristes disponibles pour ce type de projet collectif, et ça pose la question de la formation et la question également de leur rémunération. Comment se concentrer sur des projets quand on est tiré à U et à dia par la rémunération? Donc les formations, les rémunérations, et plus globalement, comment on peut favoriser la prise de risque, l'ambition et l'audace des diffuseurs qui peut paraître à certains égards insuffisante. Seules quelques chaînes payantes parviennent à tirer leur épingle du jeu dans les séries créatives et de pouvoir conquérir de nouveaux abonnés, nouveaux publics par ces séries créatives. Il s'agit de pouvoir l'encourager. France Télévisions l'a fait, elle commence à proposer à son audience des programmes moins conservateurs, notamment avec 10%, mais il s'agirait de pouvoir encourager les différentes chaînes à investir dans la création des contenus originaux à l'heure où des acteurs de plateforme dépassent les frontières et viennent concurrencer le tout. L'arrivée de nouveaux acteurs a déjà été soulevée. C'est une opportunité à saisir pour les producteurs comme pour les diffuseurs de nouvelles sources de financement. Mais un acteur en particulier ne joue pas le jeu de la législation française et fait signer en France des contrats léonins qui bafouent le droit d'auteur et la rémunération proportionnelle. À l'heure où la France porte les droits d'auteur dans le débat européen, cette situation est parfaitement anormale et
appelle une réponse politique, si ce n'est juridique, de la part des pouvoirs publics. Quelle réponse pouvons-nous avoir, Monsieur le ministre, face à une telle situation qui met en danger tout l'écosystème français? Au-delà de la question du partage de la valeur qui est en jeu, si Netflix peut se permettre de proposer des contenus originaux, c'est parce qu'il peut en récolter tous les fruits. Ce n'est pas le cas des diffuseurs français qui financent entre 60 à 70% des séries, mais en retirent peu de bénéfices financiers. Dans ce contexte, leur aversion au risque est difficilement combattue. Je ne dis pas que les diffuseurs doivent avoir tous les droits, ce n'est pas le but, mais il faut peut-être penser à un rééquilibrage entre les diffuseurs et les producteurs. Un meilleur équilibre doit être trouvé dans leur relation pour que le risque, mais aussi les bénéfices, en cas de succès, soient mieux partagés. Enfin, et je permettrai de prendre 1 minute supplémentaire par rapport au... Voilà, je prends le précédent causé par ma rapporteure pour pouvoir finir sur ce propos. Un peu de souplesse doit également être recherchée dans l'application des obligations des uns et des autres. Notamment, il existe aujourd'hui une dichotomie fondamentale entre le cinéma et l'audiovisuel qui ne correspond ni aux usages, ni aux réalités économiques ou artistiques. Les réalisateurs, scénaristes, acteurs et producteurs passent de plus en plus de l'un à l'autre. Les budgets des séries, notamment américaines, n'ont plus rien à envier au cinéma. Les spectateurs, et vous en conviendrez mes chers collègues puisque vous êtes aussi des spectateurs, trouvent qu'il n'y a plus forcément à distinguer l'origine ou le format. Alors la réglementation doit donc prendre acte de cette évolution et permettre plus de souplesse dans les obligations réglementaires, tout en préservant notre exception culturelle. Alors ça pose la question de la réforme des soutiens financiers du CNC. En effet, il a récemment annoncé de façon peut-être à appuyer, mais il a annoncé au monde audiovisuel que certaines productions allaient faire l'objet de moindres soutiens l'an prochain, notamment les séries, puisqu'on a eu une profusion de séries et il faut s'en réjouir à pouvoir être créé, puisque c'est un formidable outil de formation et même d'appui et de diffusion de nos valeurs. Mais pour autant, j'aimerais recueillir votre avis sur ce point de soutien aux séries, notamment aux feuilletons quotidiens, qui pourrait paraître parfois contradictoire avec la nécessité qui est la nôtre d'affirmer le soutien à l'audiovisuel pour en faire un facteur de croissance économique et de rayonnement international de la France. Je vous remercie. Merci, Madame Calvez.